Oui, oui, c'est bon. Super. Parfait. Ok. Euh, écoute, je peux démarrer par et introduire l'événement. Merci à tous d'être là, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Euh, Si je reprends un peu la genèse de cet événement, ça nous paraissait assez naturel d'en faire un avec Clotilde parce qu'au tout début de nos échanges, on s'est simplement présenté nos activités, présenté nos outils. Puis à un moment, on s'est dit, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le croisement de data. On avait vraiment des données complémentaires et on avait des clients communs. Et donc, on s'est dit, on va faire un test sur un client commun et qui on a passé pas mal de temps à faire des interviews sur le métier, sur les besoins, etc. Et là, on s'est vraiment dit, on a vraiment confirmé le fait qu'il y avait quelque chose à faire en croisant nos données, en croisant les données à la fois positionnement prix et les données sur la partie potentiel publicitaire, potentiel de vente avec le scoring circuit qu'on vous détaillera plus tard. Et donc, c'est né de là, c'est né d'un client et finalement, on fait un peu grandir cette. C'est plus une théorie, c'est devenu vraiment un outil. On fait grandir cet outil auprès de nouveaux clients. On a créé une offre et une formule, que vous voyez, alors à distance, vous ne pouvez pas le voir, mais on vous le partagera sur une espèce de petit flyer. Donc, on a créé une offre commune et on pense vraiment qu'il y a des choses hyper intéressantes à aller faire ensemble. Et voilà, on a invité des gens pour en discuter, pour aussi avoir vos retours. Là, c'est un petit comité, vous le voyez. Donc, l'idée, c'est pas que ça soit dans un sens, c'est qu'on puisse avoir des discussions, vous puissiez poser vos questions. Si vous avez des idées pour... L'avantage de cet outil, c'est aussi qu'il est un peu modulable et qu'on puisse aller plus loin. On peut faire aussi un peu de sur-mesure. Donc, s'il y a des idées qui laissent, c'est ultra intéressant d'avoir les retours et de pouvoir le faire évoluer. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse vous présenter Clotilde et Richard et lancer la présentation. Bah, je t'en prie, Richard, tu es l'invité. D'accord, donc Richard, je suis le directeur des opérations chez Steerfox. Steerfox, c'est une adtech qui a 10 ans, un peu plus de 10 ans, ça date de 2015, mais je suis arrivé en 2016 à partir du prototype qui avait été fait, qui a permis d'avoir une levée de fonds, pour savoir comment on exploite les données catalogue et publicitaire pour faire une stratégie plus orientée business à l'époque où les campagnes étaient encore très manuelles. Et donc, moi, je suis plus d'une origine ingénieur. J'ai 25 ans que je suis dans le domaine du digital. J'ai toujours accompagné des boîtes dans la transformation digitale. J'étais notamment chef de projet sur le premier site e-commerce Leroy Merlin. Et c'est pour ça que Pierre, à l'époque, m'a embauché pour à la fois amener des consultants qui géraient des campagnes plutôt dans le sens marketing, avec des Google, avec des Excel, à traiter la donnée, à comprendre ce que sont des flux, à comprendre ce que sont des algorithmes. Et gérer aussi des développeurs, parce que je suis en charge à l'époque, j'étais en charge aussi des développeurs, maintenant je suis toujours en charge de l'innovation. C'est comment on exploite des données pour en faire des outils concrets pour nos clients et nos consultants. C'est vraiment mon rôle chez Steerfox. Super. Bah, bonjour, donc moi c'est Clotilde. Donc chez Boost My Shop, je gère les parties marketing commercial et partenariat. Et donc, dans le cadre de cette... vous connaissez Boost My Shop pour la plupart parce que vous êtes client chez nous ou partenaire. Donc, Boost My Shop, en fait, c'est un éditeur de logiciels qui fournit, en fait, à date, deux solutions principales. Donc, un outil My Fulfillment, un WMS, OMS que vous connaissez pour la plupart parce que vous êtes utilisateur. Et My Pricing, qui est un outil de veille concurrentielle et de dynamic pricing. Et c'est dans le cadre de cet outil et de la collaboration que nous faisons avec Steerfox que, comme le disait Maë, on s'est rendu compte effectivement que de notre côté, sur la partie pricing, on était très bloqué sur la fin du tunnel, la stratégie de prix, mais que malheureusement, en fait, à date, il n'existait pas d'outil qui corrélait, on va dire, les investissements publicitaires avec les efforts que l'on pouvait faire sur son environnement concurrentiel et donc sur sa capacité à optimiser son prix pour devenir plus compétitif. Et donc aujourd'hui, on va un peu plus se focaliser sur cette solution et sur le potentiel que l'on peut en retirer en les combinant en fait avec les informations qui viennent de la plateforme de Steerfox. Voilà. Je prends la main pour que je les aide. Ok, donc qu'est-ce qui vous attend cette matinée? On va faire déjà une repasse sur la présentation un peu plus profonde des outils. Maë, oui. Oui, on entend. Excuse-moi de te couper, mais à l'écran, on ne voit pas la présentation de notre côté. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, merci. Est-ce que tu as lancé l'enregistrement, Clotilde? Oui, tout à fait.
Bon, c'est pas grave, je peux quand même continuer. Donc la première partie, c'est vraiment d'aller creuser de manière individuelle, que ce soit Boost My Shop ou nous, sur la partie outils, sur la partie data. Quelle data on va collecter et qu'est-ce qu'on en fait. Donc vraiment focus sur les activités. Et ensuite, on va vraiment arriver très rapidement dans cet outil qui a été créé. Et on va notamment parler d'un cas client qui a été mis en place. On va parler vraiment d'un cas ultra concret et voir finalement comment ça se met en place étape par étape. Mieux. Merci Antoine. Ok. Je vous laisse la main, Richard et Clotilde. Je sais pas qui vous... Je t'en prie, Richard. Je compléterai. Là, l'idée, c'est vraiment de voir en effet comment, au niveau données, on a d'un côté les données prix qui sont extrêmement essentielles, mais si on n'arrive pas à les contextualiser par rapport à notre stratégie d'acquisition aux problématiques business, on ne les exploite pas forcément suffisamment. Donc, parce que vous avez un double défi. Je pense que les clients de Steerfox, comme les clients de Boost My Shop, ce sont les clients qui ont des gros catalogues. On traite des milliers, des dizaines de milliers de références. Et quand on a un gros catalogue comme ça, on a un double défi. C'est-à-dire que comment je peux, en effet, au produit prêt, avoir le bon prix et la bonne stratégie publicitaire dans un environnement concurrentiel qui est de plus en plus fort. Donc, il faut réussir à trouver le bon prix en faisant une veille concurrentielle et en ciblant les investissements, que ce soit côté BNS ou côté publicitaire, pour rester compétitif et vraiment trouver une stratégie qui est publicitaire, qui va être alignée avec vos objectifs business. Parce que la difficulté qu'il y a aussi dans un monde qui devient plus complexe au niveau publicitaire, c'est que ce sont des algorithmes. Donc Google, Bing, Meta, TikTok, qui vont pousser ce que eux considèrent intéressant par rapport à leurs audiences et ce qu'ils ont de votre catalogue. Ils ne comprennent pas toujours vos problématiques. Et que nous, on arrive à réconcilier vos problématiques de marge, de stock, de prix et ce que voit Google ou les autres plateformes en termes d'investissement pour essayer d'investir au bon endroit. Parce que c'est un vrai sujet, je pense que vous le constatez tous. Nous, on a beaucoup de retours de clients ou d'agences avec qui on peut échanger parfois quand il y a des séminaires Google ou autres. Depuis plusieurs années, mais surtout cette année, on a beaucoup de clients ou d'agences qui nous disent voilà, je dépense de plus en plus depuis début 2025, mais je ne fais pas beaucoup plus de serre. Il commence à y avoir un schisme où plus je dépense, je ne fais pas forcément plus de serre. Et il y a une étude Gartner qui confirme ça, où il y a quasiment 2/3 des investissements qui se font sur des produits qui ne sont pas les priorités des commerçants. C'est des produits qui n'ont pas forcément les problématiques de marge, qui ne sont pas forcément les produits prioritaires. Donc, comment on pallie à ça? C'est en essayant d'orienter ces algorithmes, en donnant vos priorités et laissant les algorithmes chercher les bonnes audiences, mais par rapport à vos produits prioritaires, essayer de moins dépenser sur les produits qui sont utilisés pour de l'apprentissage, mais qui ne sont pas intéressants pour vous. Il y a deux solutions. Il y a la nôtre, Steerfox. Donc, c'est une solution qui a 10 ans, qui a fortement évolué. On est la troisième version de notre application. À l'origine, on croisait deux données de catalogue, donc, où on récupérait votre catalogue dans notre plateforme avec les performances publicitaires, ce qui était suffisant à l'époque, puisque il y avait une vraie corrélation entre quand on disait qu'il y avait une vente, généralement c'était vraiment une vente, il n'y avait pas une mobilisation de données comme aujourd'hui. Et donc, dès cette époque-là, on générait des campagnes, parce qu'il n'y avait pas d'automatisation, et on le faisait au produit prêt. Ça permettait de dire, on va pousser certains produits, on va pas forcément investir sur d'autres produits ou faire de l'exploration sur d'autres produits. Et ça a été le paradigme d'origine qu'on a développé au fur et à mesure des évolutions des plateformes. Et aujourd'hui, on garde ces stratégies de partir du catalogue, d'en tirer des enseignements. Par contre, on est connecté à vos données back-office. C'est-à-dire qu'on va plus réfléchir maintenant au cost. C'est-à-dire que par rapport aux investissements, on investit tant sur un produit, est-ce qu'il a fait plus de CA ou pas si on investit plus ou moins. Alors, parfois, il y a des produits d'appel, il faut faire attention, donc on a toujours cette double vision, mais c'est vraiment cette stratégie de segmentation et d'avoir des stratégies différenciées en fonction des différents leviers d'acquisition. Votre top produit Google n'est pas forcément votre top produit SMA. Vos produits marketplace ne sont pas forcément les mêmes stratégies que vos produits sur le e-commerce, parce qu'il y a déjà les 15% des marketplaces. Donc nous, on gère tout cet écosystème et essayer d'orienter sur quel produit investir, sur quel canal, et après nous accompagner sur la gestion publicitaire de ces différents canaux. Donc, tout ça avec des stratégies d'automatisation. Donc on a, je peux peut-être en parler de notre portefeuille client.
Ouais, j'ai quelques exemples, on a pas mal, mais quelques exemples principaux pour dire que c'est quand même des différents secteurs, mais que la priorité, c'est d'avoir des catalogues avec beaucoup de produits pour avoir plus de valeur ajoutée sur la data et la technologie. Donc on reste Google partenaire premier. On a été tout le temps associé à Google, même quand on était une petite agence, pardon. On était sur le programme grosse de chez Google sur les plateformes technologiques. En 2019, on était regroupé avec 19 agences européennes pour justement voir comment évoluer. On est plus accompagné sur GMC que sur Shopping, enfin sur Google Ads. C'est-à-dire que c'est vraiment cette côté catalogue sur lequel on essaie de progresser. Et c'est pour ça aussi qu'on est CSS partner, parce que comme on a le catalogue, on s'est mis dans les conformités du programme CSS qui nous permet de bénéficier aussi de ces bids avantageux sur Google Shopping. Ouais. Du coup, vous pouvez remplacer un intégrateur de flux. C'est pas notre choix. C'est pas notre choix parce qu'on n'a pas voulu faire toute la partie synchronisation de commandes. On fait de l'enrichissement en fait. Je pensais que vous étiez vraiment interfacé, plus sur l'application, sur Google Ads, Google Shopping, etc. Et, en fait, on fait l'intermédiaire. Vous évoquez également les marketplaces. Mais on fait plus le côté enrichissement. Donc on va se positionner entre un et DLC où on va pouvoir enrichir les titres, on ne va pas gérer tout ce qui est prix, stock, la logistique des commandes et compagnie, on ne fait pas investir là-dessus. Par contre, l'enrichissement pour dire le titre sur Google Shopping n'est pas forcément le même que sur Amazon et qu'on doit mettre en avant certains critères d'un technologie, ça oui, on fait ces enrichissements. Donc on fait des flux, par exemple sur ma chaîne centrale, on fait des flux supplémentaires. Un mot sur le scoring produit. Donc voilà, toute notre évolution a été, comme je disais, c'était de segmenter un catalogue. Et donc il y a tout un apprentissage de vos problématiques depuis des années qui nous a amené à voir aujourd'hui par un algorithme qui va apprendre de vos catalogues pour déterminer au sein de votre catalogue et décorréler du ROS que vous pourriez demander. Dans votre catalogue, il y a forcément des produits qui ont un plus fort potentiel publicitaire, des produits qui vont générer de l'audience chez Google ou une autre plateforme et générer des ventes avec un certain niveau de ROS par rapport au ROS moyen du compte. À l'inverse, vous avez des comptes publics qui vont beaucoup dépenser et qui ne vont pas générer de ventes. Et puis, il y a l'entre-deux. Donc, on a un algorithme qui est un peu, on va dire, logarithmique, ce qui permet d'avoir pas des choses trop silotées, qui permet de définir 7 niveaux dans votre catalogue dynamiquement, basé sur les performances des 30 derniers jours, où on va scorer votre catalogue. Et ça va être un score SteerFox qu'on va associer à vos données de vente réelle, qu'on va associer à vos objectifs business ou à des données marché. C'est-à-dire qu'après, on peut aussi dire, je veux le score des produits qui se sont vendus l'année dernière entre mars et juin, parce que c'est des produits saisonniers. Ça me permet de savoir les tops de l'année dernière pour les retravailler cette année et anticiper la saisonnalité. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'identifier les opportunités et surtout les gouffres aussi, parce qu'il y a souvent des produits qui, ajoutés les uns aux autres, vont dépenser énormément. Et à cela, il faut dire, une plateforme publicitaire, c'est très bien, vous êtes un potentiel de recherche, mais pour l'instant, ils ne vendent pas. Donc, on les isole, on cherche que de la rentabilité, et après, on travaille avec le client pour voir pourquoi ça génère du clic, mais ça ne fait pas d'achat. À l'inverse, ceux que ces plateformes utilisent comme tête de pont pour dire, j'ai trouvé les produits qui fonctionnent, mais derrière, ça me permet de dépenser et ça ne se voit pas, on les isole aussi pour dire, on va maximiser la marge, le CA, et le reste, on dit à ces plateformes, apprenez là-dessus, et on va segmenter par rapport à vos objectifs. Alors, nous, chez Boost My Shop, alors je vais prendre la main, excuse-moi Richard. Chez Boost My Shop, du coup, donc la solution My Pricing, c'est une solution qui vous permet en fait d'associer en fait 2 modules complémentaires. La première partie, ça va être toute la partie veille concurrentielle et tarifaire, donc qui va vous permettre en fait de manière assez instantanée d'être capable de établir la compétitivité de votre catalogue par rapport à votre environnement concurrentiel. Donc, on est compatible avec plus de 200 canaux de vente et des comparateurs, donc ce qui vous permet en fait de faire une veille exhaustive. Vous n'êtes pas obligé d'être vendeur sur un canal pour pouvoir conduire une veille sur ce canal-là, mais vous êtes obligé de partir d'un catalogue. Donc, on part un petit peu du même point de départ que SteerFox, c'est de se dire on a un catalogue produit et comment ce catalogue produit que nous, on vend à l'instant T à un certain prix se positionne par rapport aux concurrents sur le marché. Donc, notre outil de veille concurrentielle va vous permettre d'aller remonter l'intégralité des informations sur vos concurrents, donc le nom, le prix. Dans certains cas, on pourrait avoir aussi les délais de livraison, etc. Et va vous permettre en fait d'établir
un score, là aussi, qui va vous permettre de qualifier vos offres sur 4 positions qui vous permettent en fait, d'établir votre compétitivité, qui sont les offres sur 100 compétiteurs, les offres sur lesquelles vous êtes winning, donc en première position par rapport au reste de vos compétiteurs, les offres sur lesquelles vous êtes en compétition, c'est-à-dire que vous êtes très proche d'avoir la première place et c'est un effort sur votre stratégie de prix qui va vous permettre effectivement de gagner la première position. Et les offres où vous êtes perdant et sur lesquelles effectivement vous aurez beau faire un effort d'ajustement sur les prix, vous êtes beaucoup trop loin de la première position pour être considéré comme intéressant, on va dire, par le marché. Sur la base de cette analyse concurrentielle, vous allez être capable de développer une stratégie de repricing, c'est-à-dire de donner à l'algorithme de MyPricing des bornes minimum, maximum, dans lesquelles la solution va pouvoir faire varier vos prix pour gagner en compétitivité. Donc, on rentrera un petit peu plus en détail sur les stratégies de repricing. Mais l'idée, en fait, sur des catalogues qui sont importants, c'est de pouvoir automatiser des tâches qui sont excessivement chronophages, qui sont d'être capable d'analyser son marché, de savoir comment se positionne son catalogue et d'ajuster les tarifs pour pouvoir gagner en compétitivité et optimiser le nombre d'offres gagnantes qui vous permettront effectivement d'optimiser votre taux de conversion. On sait qu'à l'heure actuelle, en ligne, les clients font énormément de comparaisons et s'intéressent, et le facteur prix est l'élément principal de déclenchement d'un achat. Donc, il est très important effectivement d'avoir une stratégie de prix qui soit pertinente par rapport à son marché, par rapport à son environnement concurrentiel, si on veut augmenter son taux de conversion et donc son chiffre d'affaires. En parallèle de ça, notre outil vous permet d'actualiser, on va dire, votre fréquence de repricing et d'ajuster de la manière la plus fine possible. C'est-à-dire que sur certains canaux de vente, vous allez avoir besoin d'être beaucoup plus, d'augmenter la fréquence pour être beaucoup plus pertinent en termes de compétitivité, quand d'autres canaux seront un peu moins compétitifs et donc vous permettront en fait de ne pas avoir à augmenter cette fréquence. Donc, notre outil va vous permettre d'automatiser et de lancer un programme d'autopilote qui va lui-même, en fait, aller sélectionner les offres qui vont avoir un besoin d'ajustement, donc de récupération d'informations sur vos concurrents et les tarifs de vos concurrents et l'ajustement de vos prix si c'est nécessaire. On va faire un focus un petit peu plus spécifique sur une des typologies de repricing que l'on a dans notre outil, qui est l'outil qui est, on va dire, la typologie de stratégie qui est la plus pertinente quand on va aller travailler sur une optimisation de son prix par la marge. Donc, notre outil va vous permettre, en fait, de charger vos coûts pour vous permettre, en fait, de ne pas définir votre stratégie juste en donnant, on va dire, en partant du prix de départ actuel et de dire, je suis capable de baisser de X% et d'augmenter de X%, mais c'est d'être capable de dire, voilà mes coûts et voilà le minimum de marge que je veux sur mes ventes et le maximum de marge pour rester compétitif sur le marché tout en restant attractif. Et donc, notre outil, en fait, va vous permettre de calculer automatiquement sur la base de vos coûts les marges que vous pouvez escompter, en fait, de vos ventes tout en ajustant, en fait, votre pricing par rapport à votre environnement concurrentiel. Pourquoi c'est très important et pourquoi c'est, on va dire, la stratégie que l'on plébiscite auprès de nos clients? C'est une stratégie qui est sûre et qui est sûre en termes de profitabilité. Forcément, le repricing, souvent, ça fait peur. Alors déjà, on va casser une idée préconçue. Le repricing, ce n'est pas que de baisser ses prix. Le repricing, c'est d'ajuster ses prix à son environnement concurrentiel. Vos concurrents baissent vos prix. Effectivement, le repricing va tendre à baisser vos prix tout en restant dans les limites que vous allez définir. Par contre, vos concurrents augmentent vos prix. La plateforme va aller augmenter vos prix tout en garantissant que vous gardiez un avantage compétitif. Donc, il ne faut pas penser en fait qu'un outil de repricing ne fait que baisser les prix. Un outil de repricing s'adapte à votre environnement concurrentiel. Et ça, c'est quelque chose que l'on entend très souvent, on va dire, auprès des gens avec lesquels on parle de repricing, c'est de dire
Oui, mais quand j'utilise le repricing, je perds de la marge et je vends toujours moins cher. Ce n'est pas vrai. Un outil de repricing, ça s'adapte à son environnement concurrentiel. Et si vous définissez une stratégie de repricing en optimisant et en utilisant vos coûts, vous garantirez de toute manière une profitabilité sur vos ventes. Donc, en gros, on propose effectivement, un départ du catalogue avec un enrichissement avec les informations concurrentielles, un ajustement des prix. Steerfox part du catalogue pour enrichir avec le potentiel de vente. Et là où effectivement on retrouve la synergie de nos deux outils, c'est comment on arrive à combiner ces datas pour vous permettre effectivement d'utiliser les informations en termes de profitabilité de vos produits, en termes d'attractivité de vos offres par rapport à vos concurrents et en termes de potentiel et d'intérêt de vente sur le marché pour développer des méthodologies qui vous permettent d'aller investir au plus proche de ce qui va vous rapporter de l'argent et ne pas vous faire investir dans le vent sur les produits sur lesquels vous n'avez pas de potentiel de vente. C'est exactement ça. Donc, vous êtes face à des gros catalogues, chacun d'entre vous, et donc il y a vraiment besoin d'automatiser là-dessus. C'est-à-dire que, en effet, identifier des produits qui ont un potentiel publicitaire et regarder sa veille publicitaire, enfin sa veille marché, qu'on a une cinquantaine de produits, on peut le faire à la main. Quand on a des dizaines de milliers de produits, c'est pas aussi simple. Et même, j'allais dire, même quand on le fait à la main, c'est pas parce qu'on a regardé sur Google quel est le concurrent, est-ce que c'est toujours celui-là qui est là, qu'on va passer à un autre utilisateur qui le fait. Donc il y a vraiment un besoin d'enrichir cette analyse produit avec des données. Nous, de notre côté et du côté de Boost My Shop, vous pouvez intégrer en effet vos notions de marge. Nous, c'est important parce que derrière, il y a le ROS, il y a quel investissement on peut faire, le repricing que vous pouvez mettre en place, vos stocks, votre délai de livraison, votre prix marché, tout ça, c'est des éléments qui vont nous permettre d'optimiser nos investissements publicitaires. Parce que aujourd'hui, les produits vont être mis en avant par rapport à des comportements d'audience. Google va dire, il y a des gens qui recherchent ce type de produit, donc je vais le mettre en avant. Mais est-ce que c'est un produit qui est prioritaire pour vous? Est-ce que c'est un produit sur lequel vous faites beaucoup de marge? Donc l'objectif, c'est vraiment de déterminer vos priorités en termes marketing. Nous, on a des clients qui nous disent, c'est très bien, Google me vend des canapés, mais moi, j'ai un entrepôt avec 50 palettes de chaises de bureau, elles ne partent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment ces réponses-là qu'on essaye d'apporter, nos priorités marketing pour mieux gérer le catalogue, voir justement sur ces chaises de bureau, quels sont les concurrents, quel est le prix, et comment on peut améliorer la performance de ces produits en les poussant avec la bonne stratégie en fonction de vos marges et vos objectifs de rentabilité. Donc, comment ça fonctionne? De notre côté, le scoring dont je vous parlais tout à l'heure, il se automatiquement par rapport à votre catalogue, il va déterminer en effet les produits avec une notion d'effort. Donc l'effort, ça va être les clics, les impressions, le coût, la valeur de conversion, ça va être la valeur, ça va être en effet la combinaison des conversions, la valeur de conversion du ROS. Donc tout ça, ça va être dans un algorithme d'apprentissage qui va déterminer si les produits sont des très bons produits. Donc c'est des produits qui, malgré le fait qu'on dépense, ils gardent un très bon ROS. Des produits qui sont bons, on a un bon effort, mais le ROS commence un peu à baisser. Et après, il y a les challengers. On ne fait pas beaucoup d'efforts, mais le ROS est moyen. Donc ça, c'est vraiment les produits. On en verra tout à l'heure. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Où est la problématique? Est-ce qu'elle est sur le prix? Est-ce qu'elle est sur le site? Est-ce qu'elle est sur l'univers concurrentiel? C'est comme pour les produits Lucky. Je pense que ça vous arrive tout le temps. Vous avez un produit, il va avoir dépensé 1 euro et d'un seul coup, il va faire une vente. Est-ce que c'était une personne qui a cherché à un moment donné ce produit, il était à un bon moment, au bon endroit, ou est-ce qu'il y a un potentiel derrière? Et après, là, il y a un autre travail qui est à faire, c'est ce où il faut creuser. Parce que s'il y a beaucoup de dépenses sur des produits, mais qui derrière, ils génèrent soit pas de conversion, soit un ROS assez faible, soit très peu de ventes, il ne faut pas dire c'est du déchet, j'arrête d'investir dessus. Alors nous, on va baisser les coûts, on va les isoler. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Est-ce qu'il y a un intérêt sur ces produits? Donc, qu'est-ce qui fait par rapport au marché que ce n'est pas vous qui vendez? Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et ce qui permet, avec les algorithmes des différentes plateformes, après, il nous reste les novices. Souvent, c'est ceux que on ne traite jamais. Là, on dit après à Google ou autre, trouve-nous sur ces novices des nouvelles pépites ou des nouveaux challengers. Et ça nous permet d'avoir un algorithme qui, au fur et à mesure, développe votre catalogue et qu'on sorte de ce 80-20 où vous avez une dizaine de produits qui va faire toutes vos performances. L'idée, c'est de trouver des nouveaux winners.
En face de ça, vous avez votre positionnement marché avec, en effet, les critères winner, alone et autres de price de my pricing. Et on va y ajouter à ça, parce que votre univers concurrentiel est spécifique à chacun d'entre vous. On peut être winner sur un produit à 300 €, ça va être différent sur un produit à 2 €. Après, vous avez des critères de dire, oui, en fait, si mon prix est 15% moins cher sur un produit à 300 €, ça va être différent sur un produit à 2 €. Donc, c'est des critères qu'on peut rajouter pour essayer de voir, par rapport à la catégorie de prix que vous avez, est-ce que c'est vraiment, vous êtes dans la même ordre d'idée que vos concurrents, ou vraiment meilleur, ou vraiment moins bon, sachant qu'il y a un sujet qui est hyper intéressant qui est pas là, c'est le produit alone, c'est les produits sur lesquels vous n'avez pas de concurrent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler et qui nous donne Boost My Shop. Et comment vous faites le modèle matching entre les produits? C'est uniquement basé sur le code barre ou c'est sur le AM? Que sur le AM. C'est pour ça qu'on peut vraiment matcher entre la solution de Boost My Shop et la nôtre, parce qu'on travaille sur les mêmes AI. Est-ce que déjà arrivé là où vous avez des questions? Sur la veille concurrentielle, travailler sur d'autres critères que Noël, ça a du sens. Parce qu'on peut permettre une barrière. Non, désolé, on entend très mal en ligne ce qui vient de se dire. C'était pas très intéressant tout Non, excuse-moi, le match. C'est vos propres tags ou est-ce que vous récupérez des données qui sont issues des tags Google en termes de conversion, des choses comme ça? Non, le scoring dont on parle, c'est vraiment un scoring qui est chez Starbucks. En fait, on récupère toutes les données dans notre plateforme. C'est-à-dire qu'on est connecté aux API de Google, à vos API de PrestaShop, des choses comme ça, il y a l'analytics. Nous, on consolide tout ça, et GLC. Et après, on met nos propres tags qu'on renvoie. Typiquement, après, ça, c'est les tags d'analyse. Après, on peut renvoyer, par exemple, dans la chaîne center des custom labels pour dire on va faire des campagnes basées sur ces custom labels. Ce ne sont pas forcément un mapping direct, c'est pas le top devient une campagne top. Ça dépend du nombre de signaux qu'on a dans Google, vous avez, et après on peut faire des recours. Et après, comment dire, parce que, en fait, sur Internet, on peut passer ses jours et ses nuits à analyser, et après, il faut prendre des décisions. Le problème, c'est qu'on a tellement de chiffres que on patauge un peu. Du coup, on peut, comme sur Boost My Shop, mettre en place des critères de rentabilité, par exemple, oui, de ROAS. Et même cost, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au cost, maintenant, c'est vraiment de dire je veux investir X% de mon budget média par rapport à mon CRL. C'est la difficulté du ROS avec tout ce qui est RGPD, c'est qu'aujourd'hui, il y a 40 à 50% de vos données qui peuvent être modélisées. Nous, on a des cas de clients depuis qu'ils ont mis en place les pop-ups de consentement et consent mode chez Google. Google dit j'ai fait x2 en CA, et puis moi j'ai fait x1, j'ai fait x2. Ils pensent que les gens qui ont dit non ont eu ce comportement-là. Donc nous, on se base sur le CRM pour prendre des bonnes décisions. Et alors, comment est-ce qu'on règle, justement, parce que sur DNS, donc on règle les critères de rentabilité, les frais de transport, les conditions de place de marché. Comment, il ne faut pas que ça vienne contredire finalement les critères qu'on a renseignés au niveau DNS sur Firefox, c'est une couche supplémentaire, mais comment après, c'est la conversion, en fait, finalement. La conversion complémentaire, c'est la conversion. Exactement. Et la rentabilité de vos campagnes publicitaires. Nous, la couche BMS nous permet d'avoir un élément de décision supplémentaire ou d'explication supplémentaire sur les clusters qu'on a fait performance et un produit qui est très performant et qui a un très bon prix. Potentiellement, on pourrait encore augmenter le prix pour voir en fonction de sa compétitivité, pour voir si on peut faire plus de marge. Parfois, on a des produits, on n'a pas le bon prix. Ça nous permet de voir que en fait, c'est pas le prix le critère principal, ça s'appelle de baisser vos prix. C'est parce que vos concurrents n'ont pas le bon délai de livraison, parce que vous avez une offre de service qui est peut-être meilleure que les autres. Et ça peut arriver aussi dans des flops produits sur Google, on soit dans des flops de winner en termes de prix. Là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à côté qu'il faut améliorer, c'est pas le prix qui n'est pas le bon prix. Ça permet d'avoir ces analyses. Après, je ne vois pas l'intérêt d'une solution, par exemple, pour des places de marché. Les places de marché, dès lors qu'on a, pareil dans BMS, les coûts, les conditions, etc. Après tout, on ne vend pas. On vend
payer une commission, mais on peut payer la commission. Nous, ça nous aide sur la partie ads d'Amazon et des choses comme ça pour déterminer. Ah oui, d'accord. Okay. On accompagne vraiment sur toutes les parties publicitaires des échanges. Je n'ai pas intégré cette partie-là. C'est vrai qu'on va accompagner sur le marketplace, principalement sur Amazon, c'est disponible et Amazon. Oui, d'accord. Après, ce qu'on fait sur la partie organique, c'est quand on identifie un produit qui fonctionne moins bien, c'est d'avoir des outils d'aide à l'enrichissement. C'est-à-dire comment, avec des outils LLM, on peut avoir tous les breakpoints, tous les titres, essayer de voir pourquoi les données qui peuvent donner Amazon, tel positionnement, sont possibles pour améliorer la culture. Et ça, c'est des nouveautés qu'on est en train de mettre en place. Est-ce qu'à distance, il y a des questions, des réflexions? La petite réflexion, ce serait juste si Richard peut se rapprocher de l'ordinateur quand il parle. Ah, je me rapproche. J'ai tendance à chaque fois à me rapprocher. Merci. Ok, bah écoutez, on peut passer à la suite. Où là, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment essayé de détailler étape par étape comment ça se passe pour un cas client. Donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on récupère les données de votre catalogue produit. Donc, pour Google, par exemple, on va se baser sur Merchant Center. La compétitivité prix via les données de BMS, les données des plateformes publicitaires. Et par rapport à ça, on va centraliser ça dans notre plateforme, on va analyser, on va avoir ce fameux scoring qui va permettre de dire, d'un côté, on va optimiser les campagnes comme on le faisait avant, mais en plus, on va avoir une stratégie pour vous dire, on va peut-être faire du repricing dynamique à la hausse ou à la baisse en fonction des critères qu'on a eus. Donc pour ça, je vous ai mis un cas client juste derrière. J'ai dû l'anonymiser. C'est vrai que sur ces sujets-là, je ne peux pas vous mettre le nom du client, les prix et autres. Mais c'est un client dans le domaine des pièces moto. Donc je pense qu'il est en effet symptomatique d'un client qui peut avoir, ces comptes-là ont généralement pas loin de centaines de milliers de références. Donc, comment je gère mon acquisition? Déjà chez nous, ça a permis, en effet, c'était un client qui historiquement avait une campagne publicitaire, il mettait tout dedans, il dit j'arrive pas à orienter l'algorithme. Donc maintenant, on a réussi à segmenter en fonction de ses top produits, flop produits ou autres. Et le monde de deux roues, depuis un an, ça devient compliqué. C'est vraiment l'univers qui pâtit le plus de l'inflation, du contexte économique. Les gens, c'est plus leur priorité d'entretenir leurs deux roues. Et c'est un revendeur officiel, donc il vend que des pièces officielles. Donc c'était le gros de son business, c'était les pièces. Et les pièces, le problème, c'est que les gens maintenant s'orientent plus vers l'adaptable. Les produits sans marque. Donc, il a dit voilà comment je peux faire. Je ne peux pas adapter mes prix, moi je suis revendeur officiel. Donc on dit on va se focaliser, de voir là où vous pouvez adapter vos prix, c'est sur le vêtement, sur les huiles et les pneus. Parce que les huiles et les pneus, c'est du consommable, ça se traite régulièrement, mais par contre, il y a une énorme concurrence. Et là, la problématique de prix, elle est essentielle. Et sur les vêtements, même si le revendeur officiel, les Amazon et compagnie vendent quand même des produits de la marque. Donc c'est pour ça qu'on a testé ces trois catégories. C'est un premier choix de dire sur quoi on va se focaliser. Et on sait que sur ces catégories-là, le prix, je vous parlerai entre autres d'autres sujets, mais en tout cas, le prix est un vrai critère déterminant sur ces catégories-là. Et donc, c'est ça qui est très fort avec la synergie qu'on peut avoir entre Boost My Shop et nous. Et que nous, on traite des flux et qu'on peut automatiser comme on automatise vers Google Merchant Center. Là, on envoie chez Boost My Shop une sélection des produits sur lesquels on veut une veille et sur lesquels potentiellement on pourrait faire aussi de repricing. Donc, ça permet de cibler aussi de votre côté mon client. C'était pas un client Boost My Shop pour le convaincre de qu'il ait la solution. Je lui ai dit, tu vas pas faire une analyse de veille concurrentielle de tes 200 000 produits. Ça me coûtait trop cher tous les jours. On dit non, on va faire cette sélection de produits. Et ça va être en fonction des produits qu'on veut travailler ensemble. Et ça a vraiment un élément qui est important pour eux et qui permet d'avoir ces éléments d'échange avec Boost My Shop. Et donc au final, quand on regarde globalement, on se dit, ce client-là, il a 17% sur ces gammes-là, 17% de ses produits qui sont gagnants, quand même 30% qui sont perdants. Et 8, en effet, on est en concurrence. Et 45%, finalement, où il est tout seul. Et tout seul, donc nous, c'est très important. C'est qu'en termes de stratégie, très rapidement, on va voir si dans les produits, en fonction des tops, des flops ou des novices, on a des produits qui sont tout seuls. Si dans les novices, on a des produits tout seuls, on va tester dessus s'il y a une opportunité. C'est qu'on dit oui, c'est des produits où j'ai une vraie légitimité. Sur les tops, c'est-à-dire qu'on va les pousser encore plus publicitairement, voire on va augmenter le prix. Parce que s'il est tout seul, et que c'est déjà des tops. Par contre, si c'est des flops, c'est qu'il y a une offre alternative
Il faut qu'on comprenne quelle est cette offre alternative. Et ce qui est important aussi, tout à l'heure, je vous disais, on a fait une analyse, ChatGPT pour être très honnête, sur la probabilité de vente par rapport à la gamme de produits. C'est-à-dire que ce client-là, je vous ai donné 3 gammes. Les huiles, les pneus et les vêtements, ça n'a rien à voir en termes de prix. Les huiles, c'est des produits qui sont à moins de 50 €. Les pneus, c'est entre 100 et 150 €. Les vêtements, c'est entre 50 et 200 €. On ne peut pas dire j'ai la même règle de comparaison, de dire mon beau prix, c'est parce que j'ai 1% de plus ou 2% de plus. Et on voit que l'effet du prix sur est-ce que la probabilité d'être moins cher ou pas, quand le prix est cher ou pas, plus le produit va être moins cher, plus le prix va avoir un effet sur mon décision de vente au début. Donc c'est vraiment des choses où on peut déterminer des critères ensemble, au-delà du rating, c'est un alone, on amène une dimension de votre problématique à vous, de votre catalogue à vous, pour dire sur quoi on se bat et quels critères on va prendre de décision pour après aller chercher la stratégie. Parce que quand on regarde sur ce client-là, en effet, sur nos produits top, paradoxalement, on a beaucoup de produits, on n'a pas la meilleure offre. Et là, je vous rappelle, on est sur les pneus, les huiles et les vêtements. Et là, ce qui s'est passé, il y avait le pneu Michelin sur la moto, il était le seul à l'avoir en stock, personne ne l'avait. Donc en fait, il était perdant, mais c'était le seul qui vendait. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que le jour où les autres ont du stock, là, le prix va falloir le baisser ou va falloir s'ajuster. Pour l'instant, on a dit là, on reste à ce prix-là, vous êtes les seuls, profitez-en. Donc c'est là aussi, derrière, ça nous permet de croiser l'analyse, de voir ce que fait l'univers concurrentiel, pour vous dire, est-ce qu'il ne faut pas repricer le prix à la hausse ou à la baisse. Comme disait Clotilde, ce n'est pas que à la baisse. C'est vraiment là où on peut amener cette esprit. En croisant les deux univers, vous donner le bon conseil. Il n'y a pas de solution de repricing en fait à l'autre. Ils n'utilisaient même pas de solution de veille. S'ils étaient revendeurs officiels, C'était au prix des et comme le marché se portait bien et que les gens ne sais pas, ça passe le marché. Après, ils sont sur des niches, ils sont sur des marques de niches. C'est un vrai choix en fait. Donc, à l'origine, c'était une boîte qui a plus de 15 ans, qui est depuis le début sur les pièces, sur les pièces pour deux roues. Ils étaient comme tout sur des pièces pour tous les deux roues et autres, notamment les 50 cm3. Et oui, on ne veut pas que sur le prix. Donc ils ont fait en effet des contrats avec certaines marques, c'est-à-dire des revendeurs officiels. Ça leur a permis de ne pas dépendre de ça. C'est vrai que depuis 1 an et demi, ils ont quand même cette problématique. Et ce qui est important aussi dans les critères d'analyse, on regardera en détail, mais à prix égal, en fonction de l'autorité de votre site, si vous êtes un site qui a une forte notoriété face à un autre site qui a une moins bonne notoriété, même si vous êtes un peu plus cher, vous aurez plus de chances de vendre. Donc ça, c'est des critères aussi qu'il faut réussir à prendre en compte, c'est sur la sélection des concurrents pertinents par rapport à vous. Parce que Boosmyshop vous fait un panorama exhaustif. Donc vous avez en effet peut-être 200 concurrents qui vont être affichés. Et lesquels sont vraiment pertinents par rapport à vous. Je vais vous montrer un exemple concret derrière, pas sur le même client, parce que sur le monde des deux roues, les noms ne vont pas forcément vous parler. Donc c'est sur un client qu'on a en commun aussi sur le monde de la parfumerie. Vous verrez que ça a vraiment un impact assez important. Donc, typiquement, là, c'est en effet l'interface qu'on fait où on croise les données de Boosmyshop et les nôtres. Quand on regarde la globalité, on va regarder en effet nos produits qui, en termes de scoring, est-ce qu'on est bon, pas bon ou autre. Et sur ce domaine du parfum, celui qui a le plus de matching en termes de produits sur le catalogue global, c'est flaconi.fr. Si vous connaissez, personne ne connaît. Donc on pourrait se dire, et flaconi.fr, en effet, quand on regarde face à eux, on n'a aucun produit, on a le bon prix. C'est des casseurs de prix. C'est-à-dire, là, il faut baisser tous les prix, c'est Flaconi et autres. Non, là, on va aller plus loin. On regarde une analyse derrière, parce qu'il y a 400 concurrents. Quand vous êtes sur Google Shopping, vous n'avez pas 400 concurrents sur les vignettes. Et donc, quand on regarde sur la slide d'après, ce concurrent sur Ads, il s'affiche moins d'une fois sur 10. Face à vous, il n'est quasiment jamais là. Donc c'est là, nous, et en effet, on est tout le temps perdant face à ce concurrent-là, mais il n'a aucun intérêt à se positionner en termes de prix face à ce concurrent. Donc le travail qu'on fait après, grâce aux données de Boosmyshop et avec nos clients, c'est d'identifier les concurrents qui leur semblent pertinents, contre lesquels ils veulent se battre. Parce que parfois, il faut avoir aussi un concurrent très fort,
veux dire, moi, Amazon, je ne vais pas me battre contre eux. C'est pas ils ont que des marchands avec du repricing dynamique. Je veux être sur le peloton d'après. Donc ça nous permet justement, quand on regarde après, de creuser sur la slide suivante. Déjà, nous, on voit que les premiers concurrents sur ce marchand-là, ça va être Nocibé, Sephora, Amazon. Et ça, c'est surtout le catalogue. C'est normal, dans la parfumerie, quand on met tout son catalogue, les gros acteurs, c'est les gros marchands connus du marché. Et si on prend le premier, Nocibé, finalement, on n'a que 11 produits sur lesquels nous, on fait de la pub, en tout cas, on est vraiment en concurrence. Donc, ce n'est pas forcément pertinent. Donc, nous, notre analyse par le catalogue, on voit que notre top marque qu'on vend, c'est Guerlain, Hermès, Yves Saint Laurent. C'est aussi là où on fait le plus de valeur de conversion. On va creuser là-dessus. Si on fait que sur Guerlain, d'un seul coup, nos top concurrents, c'est Calista, c'est Capao. Et ça nous permet de voir, sur ceux-là, ceux où vraiment, ils sont après Nocibé, Sephora et autres. Et on verra, enfin, nous, on sait que c'est Calista, c'est Capao et autres. Et c'est là-dessus qu'on va focaliser notre veille tarifaire. Et face à ces concurrents-là, notre offre est beaucoup plus concurrentielle. Donc la veille, on va vraiment la faire par rapport à ses concurrents. Et c'est à partir de ça qu'on va faire en effet une structure de campagne où, si on prend Google, on va, en croisant les concurrents sur lesquels on va travailler avec les données prix, en croisant notre scoring, on va déterminer des custom labels où on va regrouper des données. Alors là, c'est un concurrent qui dépense énormément, qui a beaucoup de catalogues, donc on peut faire des structures très granulaires. C'est pas la structure, il ne faut pas la copier-coller sur votre compte. Nous, elle sera toujours adaptée à votre problématique et aux signaux qu'on a pour vos clients. Mais typiquement, en effet, avant, on avait des produits, les produits top. S'ils sont en plus à un bon prix, on va booster les budgets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les opportunités, les fameux challengers, les produits qui sont lucky, c'est des produits qu'on peut dépenser, qu'on fait des conversions, mais aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire. Ceux qui ont un bon prix, qui ont un très bon prix, on sait déjà qu'on peut pousser. Là, il y a, par contre, ceux qui n'ont pas un bon prix, ils sont challenger ou lucky, là, on va séparer en fait dans ceux où on n'a pas beaucoup de signaux, ceux où on sait qu'il y a un bon prix et ceux où on sait qu'il n'y a pas un bon prix. Ça permet de tester le marché. Et après, justement, sur ceux sur lesquels on n'a pas du tout de données, en fonction des priorités des marques du client et dans la cosmétique, il y a quand même énormément de marques, et justement ceux sur lesquels il y a le bon prix, là, on va dire à l'algorithme, trouve-nous des nouveaux top produits ou des nouvelles ventes sur ces produits-là. Donc, ça permet vraiment d'orienter par rapport à vos priorités. Dans cet univers-là, il y a des vrais problèmes de gestion du stock, et c'est pour ça qu'il faut aussi bien maîtriser ce sur lequel on diffuse, mais c'est vraiment le type de stratégie qu'on peut mettre en place et qui sont mises en place aujourd'hui avec les clients qui ont ces outils de veille tarifaire comme des MS et qui veulent aller plus loin dans leur stratégie d'acquisition et pas dépendre uniquement du signal publicitaire ou du signal de vente. C'est ça. Excuse-moi, je te coupe juste une seconde pour compléter. Parce que par exemple, sur les concurrents sur lesquels on se rend compte qu'on n'a pas un besoin d'aller repricer, il faut savoir aussi que dans notre outil de repricing, on a la capacité de faire des règles d'excluant compétiteurs. Donc, en croisant encore une fois les informations qui peuvent remonter de Sirfox, on peut aussi mettre en place une stratégie de repricing qui soit appropriée par rapport aux concurrents sur lesquels on veut aller se positionner. Donc, comme pouvait le donner comme exemple Richard, si on a un concurrent qui casse le marché au niveau des prix, mais qui n'est pas diffusé et sur lesquels effectivement il n'y a pas un intérêt de le prendre comme référent dans votre stratégie de repricing, vous pouvez exclure ce concurrent pour vous assurer effectivement que vous n'allez pas aller chercher dans un environnement concurrentiel qui n'est pas le bon des informations qui ne sont pas pertinentes sur votre stratégie de repricing. Donc là encore, c'est une manière de enrichir les datas de notre côté pour affiner sa stratégie de repricing pour être au plus proche de ce qui va vous permettre de convertir. Une question ? Oui, alors, en fait, la question, ça concerne Google Shopping. Quand, justement, vous êtes un acteur mineur dans un marché avec une concurrence exacerbée, avec des monstres en face de vous, est-ce que, justement, moi, finalement, on se positionne presque dans le boîte qui faisait des parfums tout à l'heure. On a une petite de pluie avec BMS qui est compétitive. Pour autant, on n'a pas l'aura d'Amazon, d'un Darty, d'un Boulanger, etc.
Du coup, comment est-ce que nous, on peut arriver à émerger sur Google, maintenant, on a la possibilité, dans nos campagnes, de pouvoir intégrer des concurrents et d'apparaître comme ces concurrents. Dans les thèmes, ça peut dire en effet. Voilà, dans les thèmes. Ouais. Du coup, est-ce que ça nous garantit qu'on a des fois des produits typiques où on est plutôt bien placé en prix? Autant, quand on sélectionne les vignettes, on se retrouve parfois en queue de peloton, quoi. On a l'impression vraiment d'être sur l'arbitraire, en fait. On maîtrise rien, quoi. C'est ça qui. C'est là où on essaye d'apprendre avec nos clients, parce que j'ai mis des exemples en effet de clients à fort budget. On a au moins 50% de notre clientèle qui dépense moins de 10 000 € par mois sur Google, avec des gros catalogues. Et, là, c'est vraiment de trouver au sein du catalogue, c'est cette fameuse segmentation, c'est-à-dire j'ai 10 000 €, j'ai 100 000 produits, et Google pour moi au hasard. Donc, on va essayer de voir quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on a déjà comme signaux. On va dire, on va isoler déjà tout ce qui ne marche pas, et ça sert à rien. Et travailler sur des segments beaucoup plus petits pour essayer d'être plus visible, face au Amazon, si on voit qu'on a des produits qui sont directement concurrencés par Temu, on va essayer de trouver d'autres clients. Aujourd'hui, quand un produit qui va être face à Temu, il va falloir bien viser un Temu et peut-être un gros référence. Là, ça ramenait. C'est pour essayer de comprendre le grand public. Quand on est sur des produits grand public, sur l'équipement de la maison et l'équipement ménager de qualité, forcément, on a tout le monde en face. On n'a que les bons. C'est comment émerger face. C'est vraiment avec trouver une solution comme ça. C'est vraiment trouver avec vous vos forces. On a eu face à des monstres qui sont crédibles, qui sont. On a eu pendant très longtemps un client dans le monde de l'électroménager, c'est Oliam, où on battait contre le boulanger d'Arty, avec une grande largeur, ou des choses comme ça. On s'est focalisé sur 2 marques où il y avait une vraie force, une force notamment en délai de livraison, ou des marques comme Falcon, où vous pouvez avoir les produits en 45 jours, quelquefois des 90 jours. On trouvait les forces qui peut-être plus cher, il y avait joué sur la garantie, sur le service, sur des choses comme ça. C'était bon. Oui. On a travaillé pendant longtemps. Donc on a aidé à grandir. Donc pour en revenir, pour résumer, en effet, cette approche vraiment de croiser les données de votre univers concurrentiel et votre connaissance produit et de notre connaissance de vos performances publicitaires, c'est de travailler ça de façon le plus automatisée possible pour que quand le travail que vous faites avec Boost My Shop ou avec le consultant, ce soit sur l'aide à la décision, ce soit pas sur une vision globale. On a dépensé tant, vous aurez un ROAS de temps, qu'est-ce que vous voulez comme budget le mois prochain? Non, c'est quelle est l'opportunité de produit, sur quel produit on va travailler. Et donc c'est vraiment pour allouer le budget sur un segment de votre catalogue où on sait qu'il y a en tout cas un test à faire et une opportunité. Et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Je ne vais pas dire à chaque fois on a trouvé le Graal. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est en faisant ce test and learn. L'objectif c'est vraiment d'optimiser votre taux de conversion in fine. Et on historise les prix aussi chez nous, ce qui nous permet parfois de prendre des décisions. On parlait tout à l'heure des produits Alone, je crois que c'est notre cas client juste après. On était sur un produit où il avait une exclusivité l'année dernière. Donc en effet, l'année dernière, on a obtenu sur un produit anti-moustique, on a vu qu'il était tout seul, on l'a isolé, on a optimisé la fiche produit pour qu'il soit le plus visible, c'est ce qu'on peut faire aussi. Donc globalement, le produit étant bon prix, la fiche étant très optimisée, il avait des bons délais de livraison, le produit a bien marché, a commencé à convertir plus, c'est de plus en plus visible, comme il n'y avait pas de concurrence. Alors, on s'affichait de plus en plus sur les requêtes et les coûts, paradoxalement, on pourrait dire je m'affiche de plus en plus, et les coûts publicitaires baissaient. En fait, le fait d'être toujours de plus en plus pertinent, il y a une notion de ad strength chez Google qui dit si vous êtes pertinent, je vais vous faire payer moins cher si vous êtes le seul s'il n'y a pas d'autre. Donc, on travaille sur ces produits avec la fameuse labellisée Alone, qui sont très intéressants quand on trouve avec vous un vrai potentiel. Et c'est notre client, en effet, Jardinerie du Paris, qui dit mais là-dessus, moi je suis le seul. Et allez-y. Donc on a besoin de votre connaissance business. Et ça a bien marché. Par contre, cette année, on a regardé l'univers concurrentiel, il n'est plus seul. Forcément, je pense que tout le monde n'était pas bête. Donc on a fait attention. C'est-à-dire, on n'a pas dit on reprend les performances de l'année dernière, on le booste. Est-ce qu'on a le bon prix? Quelle stratégie on a là-dessus? On commence à avoir des stratégies un peu différentes, SMA notamment, pour essayer d'aller chercher, pas forcément par rapport à de l'intention directe, mais essayer d'aller chercher un nouveau public. On essaye d'ajuster parce qu'on a toute la connaissance du produit.
Donc voilà, donc comme je le disais en introduction, mon ADN, c'est essayer d'amener mes consultants et avec nos clients travailler par la data. C'est sortir mes équipes de tâches opérationnelles. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles parlent de stratégie de vos produits avec vous et d'automatiser le reste. Ça permet vraiment qu'on se concentre quand on fait des points ensemble sur une lecture fine des données qu'on peut avoir chez Boost My Shop, chez nous, sur votre CMS, pour avoir vraiment cette connexion entre les différentes données et de cette vision, d'avoir un pilotage qui soit collaboratif avec vous. Les décisions, ça ne va pas être notre décision, c'est parce qu'on a compris votre problématique, vous avez donné vos objectifs et c'est basé sur des données où on est d'accord en commun. C'est de plus en plus difficile avec parce que sur Google Analytics ou Google Ads, on est rarement d'accord. Donc on essaie de se mettre par rapport à notre analyse réelle devant. Donc en termes de mise en place, c'est un exemple parmi d'autres, mais en effet, nous, pour pouvoir travailler de cette façon-là, il faut qu'on puisse scorer votre catalogue. Les S+1, ce n'est pas des semaines, hein, c'est des périodes, mais il faut qu'on sélectionne les produits à monitor. Donc des clients qui travaillent déjà avec nous, forcément, puis on a déjà le scoring. Pour avoir un scoring, il faut qu'on historise un petit peu, il faut qu'on voit les produits qui sont top flop, enfin qu'on prouve ça. Et ça nous permet avec notre dashboard que vous puissiez valider ça. Parce qu'un produit top, potentiellement, on avait un cas d'un client, on parlait du jardin de l'avant, il vendait des portiques, où c'était un produit top, mais il dit, moi sur chaque portique, je fais 50 € de marge. Donc il vend en effet 1 000 €, vous faites un bon ROS, mais je perds de l'argent, je ne sais pas où vous en vendez. Donc ça, il faut que c'est des choses qu'on doit comprendre. C'est un top, mais ce n'est pas un vrai top. À l'inverse, sur ce même client, on a pris des données d'Amazon, ils vendaient des glissières de toboggan. On avait 0 data sur Google. Et pourquoi c'est votre top vente sur Amazon et vous n'avez pas sur Google? On l'a poussé sur Google aujourd'hui, alors c'est un client ancien, c'est son top produit Google. Il fait plus de marge parce qu'il n'y a pas les 15% d'Amazon, surtout que vous avez plus de la pub. Donc ça, c'est vraiment cette compréhension de votre catalogue, ce qui permet en effet de déterminer une stratégie sur mesure adaptée à vos problématiques. On va enrichir le flux avec au fur et à mesure vos données prix. Et c'est là après qu'on pourra avoir des activations qui vont intégrer en plus cette donnée prix sur les produits où c'est pertinent, où il va falloir avoir une stratégie de repricing à la hausse ou à la baisse, et de monitorer tout ça et d'ajuster les clusters, tout ça de façon dynamique. Mais les règles, on va les construire ensemble. C'est vraiment cette stratégie un peu itérative que je voulais vous montrer par cet exemple de planning.